Bien, on passe maintenant à regard croisé ce soir. On va parler du Mali. Et une question, l'ombre de la Russie plane-t-elle sur la transition? Nous serons sur le continent pour parler des génocides au Rwanda et en Namibie, la France au Rwanda, l'Allemagne en Namibie. Est-ce l'heure de la repentance? La Gambie, la fin de 2 années de témoignages sur l'ex-président Yahya Jammeh et le Togo, le Covid-19, la courbe descend alors que les prix des denrées augmentent. Nous sommes vendredi, bien sûr, chaque fin d'émission, on attribue donc des notes à des personnalités ou à des faits qui ont marqué la semaine. Et au cours de cette émission, sur le plateau, il y a Kofi Kanitom, acteur de la société civile, qui est là pour faire l'émission avec nous. Bonsoir, Kofi Kanitom. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à les téléspectatrices de New World TV. Merci. Il y a également Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette, qui est là. Bonsoir, Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Et puis à vos côtés, il y a Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir, Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. On va commencer donc avec le Mali. Cette question, l'ombre de la Russie plane-t-elle sur la transition dans le pays depuis le second coup d'État lundi dernier? Le président et le premier ministre de la transition de leurs prérogatives, eh bien, plusieurs voix se lèvent pour dire que c'est parce que ces deux auraient révélé un certain nombre de secrets sur des accords militaires avec la Russie à la France. Est-ce que, Sylvestre Béni, quand on analyse un peu la situation aujourd'hui au niveau du Mali, on sent une volonté de la Russie de percer ce pays-là? Une volonté de la Russie, je ne saurais le dire. Peut-être une volonté du Mali, oui, parce que, vous savez, lorsque vous regardez un peu dans le rétroviseur, que lorsque vous voyez le coup d'État, bon, disons les choses telles qu'elles sont, le coup d'État donc qui a fait déposer donc IBK, vous verrez que les putschistes ont été reçus par l'ambassadeur donc de la Russie. Oui. Et c'est d'ailleurs le seul diplomate qui a reçu les putschistes. Et bien avant donc l'installation donc de gouvernement de transition. Et lorsque vous avez vu il y a quelques jours les images du côté donc du Mali où un certain nombre donc de membres influents, voire même des politiques qui ont fait un sitting devant l'ambassade donc de la Russie et qui demandaient ouvertement donc à ce que la Russie puisse du moins signer des accords et avec le Mali ou poursuivre ses accords militaires et tout. Et au milieu, vous avez l'ambassadeur donc de la Russie qui est au milieu de la foule et qui recevait directement ou qui a accueilli donc cette délégation-là. Je me dis qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup avancées. Et les Maliens, même avant donc, que IBK ne soit déposé, lorsque vous voyez au niveau de la contestation, il y a des gens qui brandissaient donc, le drapeau russe et au même moment, ils ont brûlé des drapeaux français lors donc, des manifestations. Et ils disaient ouvertement qu'ils ne veulent plus avoir donc, des Français. Et ils ne veulent plus coopérer avec des Français parce que la France n'a que des intérêts. Ils portaient un certain nombre de griefs contre du moins le gouvernement français. Donc, aujourd'hui, la tendance est que les Maliens tentent donc d'épouser beaucoup plus les idéaux ou la philosophie russe et veulent collaborer avec la Russie plutôt que la France. Donc, voilà un peu donc le portrait. Mais tout à l'heure, tu évoquais le fait que les militaires de Kati estimaient ou ont quand même une certaine appréhension sur le fait que le président de la transition a livré un certain nombre de secrets à la France. Oui, ils ont quand même ce droit-là donc de douter, d'autant plus que vous avez vu que c'est au retour donc du président de la transition, c'est au retour de la France qu'il a dissous donc le gouvernement de transition et a formé un nouveau gouvernement et a élagué 2 membres influents donc des militaires de Kati. Et le vice-président de la transition, Assimi Goïta, disait qu'il n'a pas été consulté. Donc, ils se disent qu'aujourd'hui, que
peut-être au détour de Paris, on leur aurait donné un certain nombre d'instructions qu'il est revenu donc à appliquer. Or, au même moment, on voit que ces militaires ne sont véritablement pas en état de sainteté avec la France. Donc, il y a un certain nombre de paramètres aujourd'hui qui concourent à ce qu'on puisse dire que oui, l'ombre donc de la Russie plane sur la transition et on verra ce qui en sera dans les prochains jours. Pour le Mali aujourd'hui, vous pensez qu'il y a cette question qui se pose, c'est-à-dire entre la France et la Russie, un choix à opérer? On est en train de s'interroger sur ça. Bon, est-ce que c'est seulement le Mali? Je voudrais dire que beaucoup de pays africains ces derniers temps semblent avoir un doigt accusateur contre la France dans les collaborations qui existent entre ces pays et semblent chercher ailleurs le mieux-être. Et par rapport au Mali, il a bien dit, il faut quand même comprendre également que Assimi Goïta, le vice-président, venait d'une mission de la Russie quand il a déposé l'IBK. Donc ça veut dire que là-bas, il aurait entretenu un certain nombre de contacts qui lui a arrivé dans sa tête à lui, s'il devenait chef du pays, il allait composer directement avec la Russie. Et je pense que c'est le mot d'ordre qu'il avait ressorti avec son président. Et j'ai aussi dit qu'il avait demandé expressément un soutien de près de 2000 conseillers militaires de la Russie et un certain nombre d'arsenals pour pouvoir aller contre les djihadistes du Nord. Et il fallait que le président ait signé cet accord pour donner une certaine crédibilité à la présence russe au Mali. Malheureusement, le président n'ayant pas encore signé cet accord, avec le sommet France-Afrique, est revenu et tout a chamboulé. Je suis en train de me dire que le choix va se poser aujourd'hui entre la France et la Russie, puisque l'homme qui aujourd'hui se présente comme l'homme fort a plutôt des accointances avec la Russie, alors que la France veut toujours maintenir son influence France-Afrique au Mali. Donc, est-ce que ça va se passer? Et je pense que c'est un effet également qui contamine tout le peuple. À voir les dernières sorties de la communauté malienne qui aujourd'hui semble ne plus avoir confiance en cette France qui est restée longtemps avec le Mali. Et je pense que c'est plutôt une aspiration au changement du maître qui se pose maintenant. Aujourd'hui, c'est vrai que la question de la Russie revient, mais on sait déjà que depuis 2019, lorsqu'il y a eu le sommet de Sochi, sommet Russie-Afrique, le président IBK, on l'avait déjà vu mener des entretiens avec Vladimir Poutine. On sent donc que le Mali était dans la perspective de chercher d'autres alliés dans la lutte contre le terrorisme depuis un bon moment. Oui, tout à fait, parce que il y a la force Barkhane qui est au Mali depuis 2013, renforcée par une mission des Nations Unies pour le Mali, la MINUSMA, forte de presque 13 000 hommes également, mais avec 15 000 hommes environ, jusque-là, la situation n'évolue pas, c'est un statu quo. Et donc, pour un État souverain qui veut étendre toute sa souveraineté donc sur son territoire, c'est normal. Donc, il trouve d'autres solutions. Donc, après les échecs des accords d'Alger et tout ça, et qui n'ont en tout cas pas permis de régler et d'avancer dans le sens du règlement du conflit. Et donc, il faut chercher des solutions. Et les Russes ont ces derniers temps fait leur preuve, notamment dans des pays comme la Centrafrique, où ils sont en train d'aider l'armée à se reconstruire et donc à stabiliser le pays. Les Russes aussi, pendant longtemps, sur le plan militaire, entretiennent des collaborations avec plusieurs États africains,
comme l'Algérie, et comme l'Égypte, comme l'Angola, un certain nombre de pays auxquels la Russie fournit non seulement des armes, mais également apporte une assistance militaire. Et donc, quand on voit aussi de près les pays du G5 Sahel, on constate qu'en dehors de la Mauritanie, les 4 autres pays, le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, ont quand même signé un partenariat avec la Russie, une coopération militaire, donc, et qui n'est pas aussi forte qu'avec la France et les Occidentaux en général. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un autre axe dans les relations internationales sur lesquelles se tournent les pays africains, et dans ce cas le Mali. Et vous savez, il y a l'Occident, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, tous ces pays-là qui ont condamné ce qui est en train de se faire au Mali actuellement. Et puis il y a de l'autre côté aujourd'hui des pays comme la Russie et la Chine, qui sont de grandes puissances et qui proposent un autre partenariat plus intéressant, plus juste et concret aux yeux de certains dirigeants africains, et plus efficace aussi par moment, même si sur le plan des libertés, du respect des droits de l'homme, un certain nombre de détails on peut trouver à dire. Ils sentent quand même, certains pays africains sentent ce besoin aujourd'hui de se rapprocher de la Chine et de la Russie, et surtout militairement au niveau de se rapprocher de la Russie, qui fait aussi ce même travail un peu en Asie, on a vu un peu en Syrie, ce que la Russie a pu apporter dans un certain nombre de pays. Donc aujourd'hui, le Mali, je pense, ne veut pas rompre avec l'Occident. Je parle de France, États-Unis et autres, mais veut entrevoir une autre collaboration qu'elle espère efficace, alors que sur le plan des relations internationales, il y a ce bloc-là qui ne s'entend pas souvent avec la Russie, et la Russie et la Chine qui par moment bloquent aussi certaines décisions au Conseil de sécurité. Et donc il y a aujourd'hui cette guerre-là entre ces deux blocs, et le bloc aujourd'hui qui est au Mali, c'est celui composé par la France et les autres pays occidentaux. Mais je pense que les populations maliennes sont fatiguées aujourd'hui parce qu'elles ne voient pas le bout du tunnel. Les militaires sont là, mais la sécurité est grandissante. Le problème n'avance pas, et ajouter à cela tout ce qui se dit autour de l'exploitation des richesses donc, du pays, et les populations donc, et certains dirigeants, notamment ces militaires-là, qui pour la plupart ont fait une formation en Russie, donc veulent se rapprocher un peu de la Russie pour trouver d'autres solutions. Est-ce que c'est vrai que Germain évoquait le théâtre syrien, où la Russie a réussi quand même à équilibrer les forces? On sait que si la Russie n'était pas intervenue, ce pays serait complètement comme la Libye. Mais est-ce que la réussite, enfin une certaine réussite de la Russie en Centrafrique donne des idées à d'autres pays, dont le Mali? Oui, bien avant même du moins la Centrafrique, je crois que la Russie a réussi au niveau donc de la Libye aussi, parce que ils ont du moins aidé le général Haftar à arrêter et du moins l'avancée donc des djihadistes et tout ça. Donc aujourd'hui en Libye, vous avez vu qu'ils ont repris au moins un certain nombre de villes, donc aux forces donc djihadistes. Donc la Russie, c'est vrai que la France est restée pendant des années dans les arcanes ou dans les couloirs donc de l'Afrique. Mais c'est la Russie qui, il y a juste quelques années, qui fait éruption donc sur le continent, fait plutôt donc des prouesses. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous verrez que beaucoup de pays africains ont tendance donc à changer de maître. Vous savez, c'est tout ce qu'on peut dire, parce que eux aussi viendront avec des intérêts, ils viendront également avec, si vous voulez, un business plan, mais et peut-être que ce sera beaucoup plus gagnant-gagnant, ce sera peut-être plus du 50-50 que ce que la France proposait en réalité aux pays africains. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de pays appellent tout de suite à la Russie. Et si vous voyez, du moins au Sénégal même, lorsque vous voyez tout ce qu'on a vu au Sénégal lors donc des derniers soulèvements, vous avez vu que les gens se sont attaqués aux intérêts français, ils brûlaient le drapeau français. Même au Tchad,
Même au Tchad, vous avez vu que des gens brûlaient le drapeau français. Donc aujourd'hui, les gens, c'est comme si un certain nombre de pays africains en ont ras-le-bol avec la France. Et cette France-là n'arrive pas, du moins, à satisfaire les profondes aspirations donc des pays. Et depuis du moins la débâcle donc de ATT, Amadou Toumani Touré, oui, parce qu'avec l'avancée du djihadisme, vous avez vu que depuis l'époque où la France veut aider le Mali donc à en finir avec les djihadistes, depuis là ils sont là, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, les gens ont tendance à croire que c'est plutôt la France qui maintient du moins le djihadisme sur le continent, histoire donc de profiter beaucoup plus donc de la crise et de voler peut-être l'or et tout ça, tout ce qu'on dit. Donc, je crois qu'il est temps aussi que la France comprenne cela. Mais sauf que la France aussi a ses intérêts et la France ne peut pas aussi vite lâcher donc le Mali. Mais ce que je crains, c'est que peut-être que le Mali va véritablement coopérer de manière beaucoup plus forte avec la Russie, mais la France va rester en embuscade. Là, ce serait véritablement dommageable pour le pays parce qu'ils seront 2 mètres à la fois. Ça risque, voilà. Il y a quand même une constante quand on lit Machiavel, on le sent. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts pour les États. Russie ou France, finalement, la Russie, elle aussi, n'intervient pas par altruisme, par gentillesse. Oui, c'est bien noté, mais ici, c'est que on est en train de chercher le moindre mal. Hein. Nous sommes dans des situations où notre peuple vit dans une certaine difficulté. Et on voit que les pays qui avaient des difficultés similaires ont pu retrouver une certaine accalmie grâce à l'intervention d'un maître donné. Rapidement, les idées se tournent vers le maître, même si le maître cache pour ce pourquoi il est en train d'intervenir. L'essentiel d'abord, c'est de pouvoir avoir cette garantie de paix, de survie de la population avant de se plaindre de ce que lui, il vient chercher contre un maître qui est là, qui déjà profite de tout ce dont il a besoin, mais qui n'arrive pas à pouvoir créer des situations de paix dans les pays. Donc c'est ça aujourd'hui qui est en jeu. Vous voyez, ce n'est pas seulement la Russie, il y a aussi la Chine qui est là, qui vient nous faire des propositions. Ce n'est pas des propositions quand même du bon samaritain, c'est parce qu'ils ont des intérêts à chasser ici, c'est pourquoi ils sont là et ils nous appuient. Pour le moment, c'est que on ne ressent pas encore leur influence sur le développement des pays, comme aujourd'hui les langues se lient pour dénoncer les exploitations de choses, de tout ce qui est minerai de l'Afrique. Même culturel, des profits économiques, culturels qui passent aujourd'hui entre les mains des Français et contre un certain nombre de privations de liberté, tout ça là. Donc ça fait que le maître qui était d'abord très applaudi hier, aujourd'hui commence à fatiguer les gens et les gens veulent changer de maître. Mais il faudrait quand même se dire que est-ce que l'Afrique va toujours tendre la main à des maîtres sans toutefois analyser et comprendre effectivement ce pourquoi ces maîtres veulent venir les assister. Aucune assistance n'est gratuite. Permettez qu'on aille à la première pause et on revient continuer le débat.